Donc, comme première question, ça concerne toutes les intervenantes. Alors, vous avez toutes pris conscience des enjeux, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, auxquels on doit prendre part. Vous êtes toutes mues d'une volonté énorme et d'une envie de bouger les choses. Mais quand on se retrouve face à ce constat de tout le travail qu'on va devoir fournir, comment on choisit par quel bout on commence et dans quel domaine agir? Je veux bien répondre. Est-ce que... Merci. Quand il y a eu le discours de bifurcation des étudiants agro là, à Paris, vous voyez de quoi je parle? Ça c'est pratique. J'ai écrit très vite un article de blog parce qu'en fait Mediapart ils ont dit allô, est-ce qu'il y a des ingénieurs agronomes qui veulent nous parler de bifurcation? Alors bifurcation c'est pareil, hein, c'est un terme hyper discutable, mais en fait ce qui est intéressant, parce que je trouve, moi on me dit tout le temps ah vous êtes une bifurqueuse, je ne suis pas une bifurqueuse, je vous présente une bifurqueuse, quelqu'un qui dit voilà j'étais dans cet axe, paf, il y a un changement, je change. Moi je pense que j'essaye de mettre mes valeurs d'urgence écologique et sociale, enfin j'essaie de mettre mon quotidien et mes heures de travail au service de cette mission-là quoi. Et de mettre mon cerveau autant que possible et mes bras autant que possible à cette mission-là. Bon, mais n'empêche, j'avais écrit ce premier article de blog que vous pouvez trouver sur Mediapart, dans lequel j'avais dit bifurquer, c'est tout le temps à refaire. C'est une phrase de Benoît de Roult à la base qui dit s'évader, c'est une évasion, c'est tous les jours à refaire. Et ça va bien ce que tu disais, je crois, à Elodie, en disant on est tout le temps en train d'apprendre, on est tout le temps en train de se réinterroger. Et donc en fait, suite à ce premier article, qui était un article clairement basé sur la question dont je vous parlais, le travail de la posture et le travail de la réflexivité, et comment ça ne peut pas se faire tout seul, et comment ça a besoin d'accompagnement, de supervision des pratiques, c'était un article là-dessus. Après on est allé, donc Mediapart ils ont trouvé ça cool, et on est allé, j'ai été invitée sur le plateau de Air Libre, vous pouvez voir cette émission, c'est 4 agros, c'était très marrant, parce que dans le couloir de Mediapart, on a éjecté le journaliste en 2 secondes et on était entre agros en mode ah ça fait quoi Bordeaux? Ah ouais moi j'étais à Montpellier, toi à Paris tu connais Marine? Mais oui je connais Marine, c'est dingue. Ça ok les agros quoi, genre la minuscule bulle, tu parles d'une diversité, genre la microscopique bulle. En attendant, à partir de ce point-là, de ce moment-là, c'était intéressant parce que j'ai été contactée plein de fois sur cette question de par où on commence. Et du coup, on a mené, quand je vous parlais d'enquête tout à l'heure, c'est hyper sérieux. Depuis 6 mois, j'ai animé plusieurs ateliers avec Ingénieurs sans frontières, participé à un atelier Ingénieurs sans frontières, animé un atelier avec les anciens du MSEI en disant allez, on prend des gens en fait, dont il y a pour de coup des vrais bifurqueurs, donc des gens qui ont fait Airbus et après 15 ans de Airbus qui disent en fait j'arrête, je change de voie, quoi. Ça c'est pour moi c'est bifurqué. Et donc on faisait un point sur bon, mais par où vous êtes partis, parce que bifurquer, décider, faire la courbe du deuil c'est bien, se former c'est bien, mais ensuite quoi? Et alors ensuite quoi? Je vais encore être déprimante. Les jobs ne sont pas à la hauteur de l'urgence climatique. Les jobs qui existent ne sont pas à la hauteur de l'urgence climatique. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Par contre, il faut être conscient de où on va et pourquoi on y va. Et donc, moi, je vois bien, j'enseigne maintenant au MSEI. Je fais des cours sur les coopérations et les collectivités territoriales. Et donc, ils demandent tous, c'est où qu'on aurait plus d'impact? Comme ça, j'y vais, je donne tout, parce que c'est réglé, on fait autre chose. C'est mort, ça, c'est vraiment hyper mort. Il faut absolument trouver l'endroit qui nous est durable. Parce que moi, je vois bien à quel point le besoin de contribution, qui est énorme et qu'on partage, il doit s'équilibrer avec les autres besoins. Le besoin de sommeil, le besoin de durabilité aussi dans l'action. Et en fait, je pense que c'est très important de trouver l'endroit où on sera durable. Je vois, mais après, c'est chacun son choix. Hein, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le coup de boost. Moi, je suis militante à Alternativa, à Paris. Il y en a, ils viennent. Ils se mettent à fond dans Alternativa, ils font des semaines de 80 heures, ils font 3 ans, et après ils disent ciao bye, je vais faire une asso de yoga en Lozère. Je sais pas si vous avez trop des alternativiens en burn-out, mais bon, ça existe le burn-out militant quoi. Et donc voilà, donc ça c'est un point. Donc, et j'ai écrit du coup un deuxième article issu de ces ateliers qui est une synthèse, si ça vous intéresse, qui s'appelle Bifurquer, certes, oui, mais vers où? En gros, c'est bien gentil de prendre des décisions comme ça, mais où est-ce qu'on va? Voilà. Je complète juste en 2 secondes, mais il y a un truc, c'est un outil un peu... Enfin, ceux qui n'aiment pas le développement personnel vont jeter la poubelle, mais c'est un truc qui s'appelle l'ikigai, c'est un concept japonais, et c'est justement pour aider à trouver le point, le centre d'action. Et en fait, il y a 4 cercles concentriques, et ils proposent d'essayer de chercher à la fois ce qui nous plaît, donc ce qu'on aime faire,
ce dans quoi on est bon, ce qui est différent, qui peut être compatible, mais qui peut être différent aussi, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi je peux être payé. Et le jour où on arrive à trouver cet entre-quatre, bah, c'est magique. Et pour rebondir aussi du coup sur ce que tu disais sur le fait qu'il y a des gens qui vont se barrer de leur boulot pour aller faire un truc plus zen, puis revenir dans le militantisme et tout, cet ikigai il est aussi dynamique et on a le droit aussi d'être un moment dans l'action, un moment dans le repli sur soi, un moment dans le soin, un moment redonner dans l'action, dans une action plus calme, dans une action plus chronophage. C'est aussi un truc dans lequel on a le droit d'être en paix quand on décide de s'engager dans un processus de changement global, quoi. De ne pas se dire que toute ma vie, toutes les minutes, tout mon sommeil, rien sera dédié à ça. Sinon, clairement, c'est pas durable. D'accord, merci. Je ne sais pas si d'autres intervenants veulent parler. Non ? Moi, je trouve la réponse très complète. Alors, on a une autre question qui est posée à Élodie. Donc, quel est le rôle de la politique dans l'égalité homme-femme et la transition agroécologique ? On a souvent une impression d'inefficacité de la politique sur ces sujets-là, due, 1, à la distance qu'ont les politiques sur ces sujets, et 2, à leur marge de manœuvre. C'est une très bonne question à laquelle je pense que je n'ai pas encore la réponse complète, malheureusement. Mais il y a un truc qui est très intéressant dans ce qui a été dit, c'est la distance des politiciens, je pense, on va dire, aux métiers plus concrets. Et moi, je pense, et c'est ce que vraiment je baratine au groupe, mais vraiment tout le temps, c'est que un enjeu quand on est politicien aujourd'hui, c'est avec la vulgarisation. Et c'est un enjeu énorme parce que si les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, ils ne vont pas s'y intéresser. Et nous, si on n'a pas des gens qui s'y intéressent, on ne saura pas quoi faire. Parce qu'on discutait là tout à l'heure un petit peu, nous, en tant que politiciens, notre métier c'est un peu la représentativité. Mais moi, par exemple, là, vous me parlez d'agro, je vais vous écouter longtemps, je vais pas dire grand-chose parce que je m'y connais pas, quoi, c'est logique. Et on peut pas être bon partout, malheureusement. Et du coup, il faut absolument qu'on ait ce support, en fait, de gens qui sont dans des métiers absolument concrets. Ça peut passer partout, ça passe par beaucoup d'auditions. Notamment hier soir, par exemple. Encore une fois, je vais tomber dans l'anecdotique, mais ça fait partie de la vulgarisation, je trouve. Hier soir, on avait un atelier SDRIF. Alors là, le SDRIF, c'est un terme. Ouais, le SDRIF, c'est quoi ça ? En fait, c'est un schéma directeur d'Île-de-France donc sur l'urbanisme et l'aménagement. Et donc, le but, c'est qu'on fasse le plus d'amendements possible là-dessus pour qu'on ait un SDRIF le plus écologique possible, sachant que ça dure 40 ans, hein, ce projet, le SDRIF. Donc, c'est énorme. Et ça recoupe le logement, l'aménagement, la question des sols, beaucoup de choses. Et ce qu'on a fait, parce que forcément, nous, sur ces thématiques, on n'est pas forcément les plus renseignés, c'est qu'on a fait des ateliers où on a invité des gens, on a dit bonjour, on a cette question du SDRIF. Le SDRIF, c'est quoi ? C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse ? Venez discuter avec nous. Et ça a intéressé en fait pas mal de gens, on l'a fait par département. Dans mon département, il y avait 30 personnes intéressées. Et c'est des gens qui s'y connaissaient bien mieux sur cette question que moi ou que mes collègues, hein, mais de très loin. Et c'est pour ça que c'est essentiel qu'on ait ce support, parce que ça nous donne des idées. Et là, par exemple, hier, il y avait un type qui nous avait dit ce que vous pouvez faire et qui serait vachement bien, ce serait de faire, d'obliger, on va dire, les villes à avoir un taux d'emploi de 1. Et donc au début, j'avais pas trop compris. Et il nous a expliqué que lui, il est de Bagneux, donc dans le 92, où il y a beaucoup de logements sociaux, donc ils sont très contents de ça, mais par contre, il n'y a pas trop de dynamisme dans la ville. Mais on est écolo, donc forcément, on va pas dire ouais, go, entreprise, on va en construire plein. On peut pas dire ça. Donc ce qu'il a dit, c'est que ce qu'on pourrait faire sur le niveau départemental, c'est qu'on rééquilibrait de manière à ce que les villes qui aient un taux d'emploi supérieur à 1, donc il y a plus d'emplois que d'habitants, et moins d'emplois, et que les villes qui aient plus de logements que du coup d'emplois, en aient plus. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Ok, très bien. Et toujours sur les zones de mon département, nous on a la Défense, qui est genre un énorme centre d'affaires, enfin je pense que vous connaissez en fait. Et ouais, la Défense, et le truc à la Défense, c'est qu'il y a énormément de bâtiments en fait, de bureaux inoccupés. Genre c'est vide, ça consomme de l'électricité et de l'énergie pour rien. Et une des réponses qu'on peut apporter à ça, c'est de transformer ces bâtiments en logements sociaux pour avoir des logements sociaux et du coup de l'emploi. Et délocaliser certains emplois qui sont à la Défense dans d'autres villes, comme Bagneux, qui n'ont pas assez d'emplois, pour que les gens aient à faire moins de mobilité et que, voilà, cercle virtueux. Et du coup, sur cette question des marges de manœuvre, ça va dépendre, je pense, aussi de l'échelle. Enfin, nous, on a des marges de manœuvre régionales, on va être limité par beaucoup de choses qui sont les prérogatives étatiques, par exemple le Parlement ou l'État directement.
Mais les marges de manœuvre, ça va être comme une sorte de petite pyramide. Tu as des marges de manœuvre locales, et puis après départementales, régionales, et des prérogatives du coup qui sont plus traitées par le Parlement. Donc nous, ce qu'on peut faire, et ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est vraiment en fait de dialoguer avec les acteurs. Et je rejoins mon point de base, on ne peut pas dialoguer avec les acteurs si on n'arrive pas à vulgariser. Par exemple, le SDRIF, quand je vais voir mes potes et je leur dis « Oh, en ce moment je suis sur le SDRIF », ils vont dire « Ah ouais, ok, c'est cool ta vie, mais ok ». Et du coup, ça c'est une très bonne chose de la vulgarisation, par exemple la BD, la bande dessinée. C'est une forme de vulgarisation qui est géniale parce que c'est imagé, c'est simple à comprendre et on montre clairement aux gens, par exemple une BD sur le SDRIF, ce serait incroyable, tu vois. On montre aux gens ce que c'est et ce que ça change dans leur quotidien. Et du coup, voilà, si on a ce rapport, on va dire, avec les gens et les politiques qui sont dans un devoir de représentativité, bah, c'est là qu'on peut faire, on va dire, des marges de manœuvre plus grandes, où on aura plus de levier en fait pour réaliser les projets. Quelqu'un veut rajouter un truc ? Non, c'était ta question. Vous pouvez rajouter des choses hein, si vous voulez aussi. Merci beaucoup Élodie. Une autre question nous est parvenue. Donc, quand vous recevez des messages de haine ou que vous vous sentez simplement oppressé, qu'est-ce qui vous aide et vous permet de vous ressourcer quand vous avez besoin de retrouver votre énergie et votre motivation? Moi, il y a un truc très simple, hein, c'est que voilà, je chausse mes baskets, je monte sur le cause, je vais courir, et voilà. Et quand je reviens au bout d'une heure, en général, ça va mieux. J'ai moins envie de répondre, voilà, aux agressions qu'on subit. C'est mon mode de fonctionnement. Voilà. Après, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont importantes, qui sont de se dire que ces messages, ils ne sont pas forcément adressés à nous personnellement. Ils sont adressés à ce qu'on représente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'aime pas particulièrement me faire huer pendant 10 minutes sur la place à côté du préfet à Mende. Hein. Je préférerais qu'on m'applaudisse, évidemment. Mais à la fin de ce show, parce que c'est un théâtre aussi, hein, c'est un peu comme en politique, c'est des rapports de force. Il y a les agriculteurs qui viennent me voir et qui me disent non mais Anne, c'est pas contre vous, hein, vous le savez bien, etc. Oui, je le sais, c'est évidemment ce que l'on représente. Alors c'est pas toujours facile de prendre ce recul, hein, parce que parfois il y a quand même une violence qui est là, qui est forte. Et je trouve que les 2 années qu'on vient de passer, où on s'est parlé uniquement derrière écran, ça facilite vraiment pas les choses. Et du coup, nous on le voit, les positions se sont encore durcies. On n'est pas ensemble pour faire vivre un territoire, pour essayer de faire en sorte que ce territoire il se développe, il puisse accueillir des habitants qui seraient bien, sans bousiller les ressources naturelles, mais c'est nous contre vous. On sent vraiment très fortement ce discours-là, et donc essayer de ramener du calme, de l'écoute, c'est pas toujours simple, mais en tout cas c'est ce qu'on s'emploie à faire. Et moi, pour faire ça, j'ai besoin d'énergie, ça me demande beaucoup d'énergie, et une des façons d'en retrouver, ça paraît bizarre, mais c'est d'aller m'aérer la tête dans des magnifiques paysages qui sont ceux de notre territoire. Merci. J'ajoute un mini truc, mais moi j'ai jamais eu de message de haine personnelle, mais par contre sur ce qu'on présentait justement dans le collectif militant dans lequel j'étais impliquée, on avait une méthode toute simple qui était de s'envoyer les trucs qu'on voyait sur net, les réponses et les commentaires les plus stupides qu'on voyait, et en fait on était pliés en 4 parce que à se l'envoyer respectivement, on transformait le truc de l'agression à putain mais c'est une blague en fait, c'est pas possible d'écrire ça, on en rigolait malade, et ça aidait à dédramatiser, à prendre du recul. Donc le fait d'avoir un espèce de groupe de confiance à côté, groupe de confiance c'est une solution à plein de trucs, mais en particulier je trouve dans cette situation. C'est des bonnes stratégies, mais je pense qu'il ne faut pas nier qu'il y a des violences, surtout quand elles sont systémiques et qui sont composées d'une myriade de micro-agressions pour lesquelles on n'a pas le pouvoir de réparer le mal. C'est-à-dire que c'est épuisant, ça prend de l'énergie et chacun sa stratégie de résilience. Mais par contre, encore une fois, ramener
la responsabilité totale à l'échelle d'un individu de survivre à la violence à laquelle il ou elle est exposé. À titre personnel, du coup, moi je suis handicapée depuis 3 ans. Je pense que j'arrive à dire ce mot depuis 1 an. Et concrètement, je vis une myriade d'agressions, de micro-agressions qui sont très validistes et qui viennent quasiment que de proches, quoi. Donc ça va de l'expression de la pitié, le fait, par exemple, là pour la manifestation à Paris contre les violences sexuelles et faites aux minorités de genre, j'avais trouvé un tricycle pour adultes pour faire une sorte de... Enfin, c'était mon aide à la mobilité à moi, parce que je peux pas, non, mais ça n'a pas la tête de faire des randonnées pareilles. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, République-Nation, mais c'est énorme. Et ben, en fait, j'étais très gênée parce qu'il y a des tas de gens qui voulaient, comme on pousse le fauteuil de quelqu'un sans lui demander, tenir mon vélo, pousser mon vélo, guider mon vélo. Et en fait, c'est des microscopiques choses, mais l'expérience, je vais vous en donner une plus structurelle, l'expérience du rejet et de l'exclusion, parce qu'on a parlé de plafond de verre, mais le plafond de verre, c'est pas que les croyances limitantes. Par exemple, dans mon cas, là, si j'ai un statut reconnaissance en qualité de travailleur handicapé que j'ai demandé, mes collègues, je suis en arrêt maladie, mes collègues ma boîte en fait est dans l'obligation de regarder et d'adapter mon poste. En l'occurrence, on est une toute petite boîte, il n'y a personne qui est formé au handicap, il n'y a pas de médiation qui va être possible. Eux, ils ne sont pas formés ni au management, comme souvent dans les petites boîtes, et méfiez-vous, hein, les structures qui se disent écolo, social, méfiez-vous du management et du non-management, et lisez le livre Le syndrome du patron de gauche, ok ? Prenez des notes, parce que là, vous n'êtes pas encore dans la galère professionnelle, mais 6 mois après le début du travail, vous lisez ce livre-là, Le syndrome du patron de gauche. Si vous avez fait tous des jobs écolo, l'ESS, que des gens qui disent nous ici, on est une grande famille, la valeur simple, lisez ça. Et ben, bien sûr que nous avons décidé d'un commun accord de divorcer, d'un commun accord. En fait, ça veut dire que je pense pas que je me souhaite ce processus d'adaptation de mon poste, parce que ça va être trop coûteux, parce qu'ils n'ont pas l'espace mental, parce qu'ils m'ont encore redit à quel point leur travail était hyper prenant et à quel point tout se passait bien, parce qu'ils pouvaient sauter dans un TGV, revenir à Paris. T'as dit que le travail de consultant, ça attaque pas les corps, oh my god. Bon, pareil, mais ça épuise les corps de courir partout en TGV. Eh ben, j'ai pas été activement repoussée de cet emploi, mais pourtant c'est ça que je vis. Je vis une exclusion. Et je vous donne le parallèle quand on dit « Oh, ben les filles, pourquoi est-ce qu'elles vont pas dans cette école Math-Méca ?» Alors l'école Math-Méca, ils disent pas « Nous, on n'est pas sexistes. Hein. S'il y a des filles qui veulent venir, on leur dit pas non. Donc c'est pas nous, on n'est pas sexistes. » Mais les filles, en fait, elles ont un calcul logique. Elles regardent la balance bénéfice-emmerdement et elles disent « Alors, combien ça va me coûter d'aller dans Patriarcaland ?» versus quel est mon bénéfice, je vais avoir le droit d'aller dans Patriarcaland mais payé 20% moins que les autres, mais payé. Bon ben en fait elles disent non j'y vais pas, mais sauf que ça c'est de l'exclusion, ça c'est de la violence, ça c'est vécu, ça on intériorise et non, parfois on peut pas réparer cette violence là quoi. Franchement, en plus on parle de trucs, quand on habite en Ile-de-France, j'aurais honte de demander à une personne racisée de dire comment est-ce que tu t'en remets toi des micro-agressions racistes tous les jours. Je suis désolée, il y a des niveaux de violence qui sont organisés, structurels, et qu'il faut plutôt nommer, pointer du doigt et monter au créneau, plutôt que de se chercher individuellement à se donner la responsabilité de réparer ça. Quoi. Mais très bien, si on a des stratégies qui nous font du bien, ça compte. Oui, parce que de toute façon, ouais, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est clair qu'il y a des violences qui sont vraiment, je pense, qui nous dépassent. Et perso, moi, je suis franco-libanaise. Et un des trucs aussi qu'on m'avait dit lors de mon élection, c'est Machallah. Merci. Parce que je suis d'origine arabe et que, minorité, apparemment. Mais je rejoins un peu ce qui a été dit aussi, c'est que j'essaye, on va dire, je parle vraiment des micro-agressions que j'ai au quotidien, de les tourner au ridicule. Par exemple, quand je vois des gens qui vont rager dans les DM ou quoi, elle est cool ta vie, mec. Mais si tu prends autant de temps pour coller des photos d'anus et des endroits où il y a une femme, c'est que, waouh, t'es à un niveau de désespoir, franchement, ok, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et dans la vraie vie, on va dire, parce que ça arrive aussi des fois sur les marchés ou sur toutes les situations de la vie en fait. Moi je pense au marché parce que j'en fais beaucoup. Il y a des gens qui vont être tout de suite dans la confrontation, surtout les gens qui sont pas d'accord avec nos idées, ils vont être là en mode quoi, mais moi vous dites n'importe quoi, vous êtes jeune, vous allez changer d'avis.
J'ai un pote qui m'a dit, imagine qu'ils ont 3 tétons. Et c'est complètement con cette affaire, mais au-delà de 3 tétons ou pas, en fait, ça veut juste dire, tu sais pas ce qui s'est passé dans la vie des gens aujourd'hui. Il est violent, ça se trouve, je sais pas, sa femme a quitté ce matin, il a eu, je sais pas, enfin, toutes des journées de merde. Donc j'essaye de pas porter attention, mais c'est vrai que malheureusement, c'est une question qui n'a pas trop une réponse, je pense, claire et correcte. Parce que comme tu l'as dit, en fait, il y a des violences qui vraiment dépassent. Et même si tu essayes de lutter, on va dire, dans ta petite bulle des agressions que tu reçois, ouais, des fois, il y a des trucs qui sont lourds et tu te couches le soir, malgré le fait que tu essayes de te défendre, tu y repenses et ça peut ruiner ton mood, quoi. Donc, ouais, j'ai pas trop de réponse concrète à ça. Je pense que chacun trouve un peu sa façon de faire. Mais voilà, un des trucs qui a marché pour moi, c'était d'imaginer que les gens passaient des journées pas très correctes ou qu'ils avaient trop des tons. Merci beaucoup. On a une question pour Caroline. Où en es-tu dans ta réflexion actuelle de ton projet professionnel? As-tu réussi à répondre à la fameuse question où te vois-tu dans 5 ans? Ou es-tu encore en réflexion? Pire question. J'ai pas répondu à la question. Enfin, j'ai pas répondu, j'ai choisi une autre stratégie, c'est de dire je me projette à 6 mois, et c'est déjà pas mal. Yes. Et pour vous répondre très concrètement, j'ai un CDD qui commence début janvier. Ce CDD il dure bien plus que 6 mois, mais j'y réfléchis pas parce qu'en fait, si je me projette à 5 ans, juste moi ça dépasse l'entendement. C'est le retour de l'éco-anxiété, c'est le fait que j'arrive plus à me projeter dans l'avenir. Je sais pas, je peux pas anticiper, et j'ai même l'impression que si j'anticipe, ça va donner une image faussée de mon avenir parce que si j'anticipe, ça veut dire que je prévois, ça veut dire que dans 3 ans, si je suis pas au résultat, je vais rager, alors qu'en fait, peut-être qu'entre-temps, ce qui est juste aura changé aussi pour moi. Du coup, maintenant, honnêtement, je refuse de répondre à cette question et je joue la stratégie du court terme, même si du coup, autour de moi, tout le monde est toujours en train de me demander qu'est-ce que tu fais en ce moment. Je réexplique à chaque fois. Et puis voilà. Et sinon, dans le projet professionnel, plus honnêtement, sur la paysannerie, je pense que c'est je sais pas si la question impliquait ça, mais j'y réponds quand même. La paysannerie, c'est. Moi, la conclusion que j'ai tirée là quand même, c'est que je le ferai pas seule. Parce que j'ai pas envie de me mettre dans la merde toute seule. Pour être honnête. Et que toute seule, c'est impossible d'avoir plein d'activités à la fois. Et que si tu veux être résilient, il faut avoir une diversité d'activités, une diversité de sources de revenus, une diversité d'idées aussi, des soutiens émotionnels. Et ça, une personne ne peut pas l'incarner. Donc, l'avenir est dans l'agriculture collective. Je m'inclus dans cette notion d'agriculture collective et je m'adapterai au rythme du collectif que je suis en train de créer pour l'installation de l'agriculture. Merci. Ensuite, on a une question pour Vanessa. Quelle a été votre première victoire qui vous a donné la conviction que vous faisiez la bonne chose? Et est-ce que ça a aidé un syndrome de l'imposteur parfois trop présent? Donc ça faisait partie de Ça se sent qu'il est trop présent. C'est vrai. La première victoire, en fait, elle a été réalisée avant que je fasse complètement. Enfin, j'étais en reconversion, mais j'avais pas totalement fini. En fait, c'est dans l'école de mes gamins, au centre de Toulouse. Il y avait malheureusement, comme dans beaucoup d'écoles, une cantine absolument dégueulasse. Mais un truc absolument immonde, avec des gamins qui ne mangeaient pas, gaspillage de fou. Bref, et on a réussi en fait avec quelques parents à changer tout ça, à refaire embaucher en fait une cuisinière qui était nutritionniste, qui de surcroît avait des réseaux avec des producteurs, alors pas forcément dans Toulouse même, mais on va dire vraiment autour, et à faire des repas évidemment beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sains, tout en local, sublocal on va dire, en bio, avec quasiment zéro gaspillage pour des repas moins chers. Voilà, et ça c'était une aventure absolument formidable. Et que j'aime. Là, j'ai pas trop le temps, mais j'aimerais bien la reproduire en fait auprès d'autres écoles, parce qu'en fait, il s'agissait d'une école en centre-ville,
Donc on n'est même pas forcément dans une école d'un petit village, au milieu de terres agricoles, ou pas du tout, quoi. Donc en fait, c'est aussi beaucoup une question de volonté, puis parfois juste quelques parents, ça suffit, en fait, justement pour changer les choses, quoi. Et pour terminer, je dirais qu'il y avait aussi du coup la mise en place d'un... le mot m'échappe, ça peut m'arriver. Une sensibilisation au goût, on va dire ça comme ça, une espèce de programme éducatif autour de la nutrition et puis du goût surtout, c'est-à-dire qu'évidemment il n'y avait pas de yaourt aromatisé fraise ou je ne sais quoi, il y avait du fromage blanc avec différents types de confitures faites maison et du miel, et puis on associait tout ça de manière différente, etc. Enfin, il y avait toujours des approches comme ça pour que les gamins développent leur goût aussi, quoi. Voilà, il en a fait des économies absolument faramineuses. Merci. Et donc peut-être une dernière question pour Mathilde. Selon vous, dans quelle mesure la communication et l'approche systémique peuvent être un outil efficace pour accompagner les territoires dans une transition, quelle qu'elle soit? À quelle heure vous voulez vous coucher? Attends, la communication et l'approche systémique. L'approche systémique. Qui peut faire quoi? C'est peut-être un outil efficace pour accompagner les territoires dans une transition. Mais moi j'y crois en fait. En fait, bien sûr c'est la base, moi j'y crois, c'était mon dessin là qui s'est affiché, c'était ça, c'était mon projet, en fait c'était mon projet de MSEI, parce que le MSEI c'est la formation master spécialisée éco-ingénierie. C'est ça le parti pris, c'est de dire on est dans un système dit complexe, c'est-à-dire qui évolue d'une manière imprévisible par phénomène d'effet seuil, donc passer un certain seuil, des fois il suffit de 3 par an et hop la machine s'emballe, des fois on a l'impression qu'on est tous d'accord pour un truc et ça n'avance pas, qui fonctionne par boucle de rétroaction, par système de feedback, qui fonctionne, enfin vous tapez système complexe, Edgar Morin, page Wikipédia. Le système dans lequel on évolue, il est comme ça. Les échelles, on est obligé d'apprendre à articuler des échelles très locales et des échelles très globales. Ça demande une gymnastique de cerveau, parce qu'on est dans des chaînes de valeur qui sont mondialisées, globalisées, soumises à des contraintes qui nous échappent et pour lesquelles les organismes de gouvernance sont à des endroits qui peuvent parfois paraître inatteignables, même s'il y a aussi des jeunes au Parlement européen. C'est pas que inatteignable. Et donc il faut articuler comme ça les échelles, et il faut articuler les registres, c'est-à-dire que moi je pense, un de mes partis pris, c'est de dire qu'on ne peut pas faire une transition, une bifurcation de société écologique qui soit à la hauteur de ce dont on a besoin, sans inclure l'expérience des humains, les attachements, la dimension émotionnelle, la notion du deuil, le renoncement. Mais attendez, on va passer de 12 à 2 tonnes CO2. Il va vraiment falloir qu'on parle de deuil à un moment, il va falloir qu'on parle de renoncement, il va falloir qu'on parle de lâcher, aussi de lâcher, c'est hyper puissant ce que tu nous dis, et quand tu nous dis aussi ton rapport au futur et le fait que, enfin, merci de transmettre ça et en fait merci de le mettre sur la table. Et rien que ça c'est très puissant parce que c'est articuler les registres. Le registre technique et le registre des ordres de grandeur, il est nécessaire parce que des fois ça plane. La ministre de l'écologie qui nous dit qu'il ne faut pas envoyer des mails rigolos avec des pièces jointes. Si vous en envoyez 100 par jour toute l'année, ça équivaut à un bilan de carbone de 4 steaks. Donc tout le monde se calme. On a besoin d'ordre de grandeur, on a besoin d'une approche technique, mais on a besoin d'articuler tellement d'autres choses. Et moi, je pense qu'on a besoin, je vais vous raconter, à quoi pour moi devrait ressembler l'utilisation de la communication et des approches systémiques dans la transformation écologique des territoires. Pour moi, ce à quoi ça devrait ressembler aujourd'hui, c'est, par exemple, on prend les villes côtières. Elles vont être sous l'eau. Okay, là, on a une loi, la loi Climat Résilience qui est passée, qui dit donc toutes les villes côtières concernées par la montée des eaux doivent diagnostiquer à quel point elles vont être dans l'eau si bientôt ou pas trop bientôt. Ah, j'adore. On diagnostique encore le changement climatique. On monitore l'apocalypse. C'est super. Il y a le feu à la maison, on est à 82% cramé. On est content. Donc, il y a de l'argent pour monitorer l'apocalypse de la montée des eaux. Et j'avais lu un article quand j'étais en Bretagne, à Douarnenez, pays de révolution au passage. Il y avait un article dans le journal local, il y avait des élus locaux, que j'adore, qui disaient
Mais en fait, c'est hallucinant. On est encore en train de calculer qu'est-ce qui sera sous l'eau ou pas dans 30 ans. Et en fait, la conséquence, c'était les élus locaux n'ont pas le droit de donner de permis de construire quand le bâtiment sera dans l'eau dans 30 ans. Mais ils ont le droit de donner des permis d'agrandissement. Donc, vous pouvez faire un deuxième étage à votre maison si vous vous dites l'eau monte, je n'ai pas le droit de construire, mais je peux faire des étages. Ok, on en est là, quoi, c'est kafkaïen. Mais moi, ce que je pense, c'est que là, ce qu'il disait, c'était les localités. En fait, c'est des gens qui vont devoir quitter leur maison. Et on n'est pas en train de l'organiser. 30 ans, c'est moins qu'une génération. On n'est pas en train de l'organiser. Donc en fait, pour moi, l'application concrète des techniques systémiques, ça devrait être organiser une équipe avec des anthropologues, des psychologues, des ingénieurs pour faire l'urbanisme circulaire, comment on démonte les maisons, comment on les reconstruit ailleurs, des anthropologues et des personnes chargées de la question du deuil pour qu'on dise ensemble comment est-ce qu'en société on organise notre adieu à cet endroit. En fait, on va quitter un endroit qu'on a vécu, on va quitter un mode de vie, on va quitter un territoire. Est-ce qu'on fait une cérémonie? Est-ce qu'on fait une danse? Est-ce qu'on invente un truc? Et ça paraît absurde, et je pense qu'il va falloir impliquer un maximum d'artistes. En tout cas, moi, c'est mon grand projet. Je participe à un projet de théâtre immersif, et pour moi, ça aussi, c'est systémique, parce que ça travaille les rôles et fonctions. C'est-à-dire qu'on est dans des sortes de jeux de rôle, dans une expérience immersive de théâtre, dans laquelle, bon, moi, je fais que dessiner, je parle pas, mais les gens, ils se projettent, et si on était en 2050, je serais qui, je ferais quoi, et ils se racontent une société. C'est hyper transformateur. Et ça, pour moi, on devrait le faire avec des élus locaux. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Et sinon, plus pragmatiquement, je pense que n'importe quel service de transition écologique a besoin d'une bonne supervision, des pratiques systémiques. Tout le monde. Et si quelqu'un ici, je le dis, tiens, j'y suis là. Donc avec Nathalie Moliner qui est là et qui est consultante systémique, et avec plein de gens, en fait, avec le MSI, on est en train de faire un projet là-dessus, avec plein de gens avec qui je discute et qui sont en souffrance dans leur mission de transformation, soit de RSE, soit de transition écologique, soit d'accompagnement au changement. Je pense qu'on a besoin de se faire des groupes de supervision et d'intervision des pratiques. Et on fait des points, en fait. On dit, bon voilà, là je galère, ça bloque, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est vraiment des trucs, si vous avez envie de les tester, venez me voir et on va le faire, je vous promets qu'on va le faire. Voilà à quoi ça doit ressembler. Merci. Merci beaucoup. On va clore la séance de questions, mais on a reçu beaucoup d'autres. Du coup, on vous invite à continuer et à aller discuter avec les intervenantes pendant autour du buffet, finalement. Merci beaucoup.
Et ça fait très chaud au cœur de voir votre enthousiasme encore à cette heure-là, alors je sais que vos ventres crient famille. Donc on fait vraiment très vite 2 minutes parce que c'est important de remercier vraiment toutes les personnes qui ont permis aujourd'hui d'organiser ça ce soir. Alors Jess. Du coup, on voudrait encore remercier encore une fois nos intervenantes ainsi que Madame Nguyen pour leur prise de parole ce soir. On en profite pour remercier également l'ENSAT qui nous donne l'opportunité, donc depuis 4 ans, d'organiser cette conférence et qui aujourd'hui nous a beaucoup aidés, et particulièrement 3 femmes exceptionnelles qui font partie de cette administration. Et un gros merci à vous, vous nous avez beaucoup aidés. On tient également à remercier Jules pour son travail et son futur travail. À la vidéo, bien sûr. On tient encore une fois à remercier notre équipe pour leur superbe travail pendant de longs mois, et on espère que vous avez aimé le résultat ce soir. Et dernier mot, voilà, pour remercier tous nos sponsors et partenaires. Donc EY, les AgroTools et le BNEI pour leurs sponsors. Et également toutes les personnes qui ont contribué au buffet de ce soir. Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Je remercie Julie, notre maraîchère du jardin des Cotylédons, notre boulanger Jean-Michel, Au Petit Gourmand. On remercie également Henri G, de la ferme Lesquin, voilà, pour son fromage. Et puis nous remercions également les restaurants traiteurs Étape d'Asie, Citron Grenade, et ceux qui nous permettent aussi de boire ce soir. La coopérative des jardins de la Haute-Vallée pour leur jus de pomme, les bières des régions Occitanie et la Ventailleule pour le vin. Voilà, et merci à vous. Tradition pizza, voilà. Et merci à tous. Et merci à vous, cher public, d'avoir été là ce soir et d'avoir contribué à cette superbe soirée. Merci beaucoup.